Il y a quelques semaines, en lisant un article de Quanta Magazine, je suis tombé sur cette animation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça interpelle. Aujourd'hui, on va parler d'équidécomposition et notamment d'une question formulée par le mathématicien Alfred Tarski en 1925. Est-il possible de décomposer un carré en un nombre fini de parties avec lesquelles on peut reformer un disque ? C'est le mathématicien Miklos Lajkovič qui répondra oui à cette question plus de 60 ans plus tard, en 1990. Dans cet épisode, on va détailler à quoi peut bien ressembler la démonstration d'un tel théorème, mais également aborder avant de nombreux autres concepts liés à cette problématique, comme la notion de mesure. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc aller directement à la partie qui vous intéresse. Commençons par une question plus simple. Étant donné deux polygones de même aire, est-il toujours possible de découper le premier en un nombre fini de parties pour reconstituer le second ? La réponse à cette autre question est également oui, et la démonstration est assez simple. Elle repose sur le constat suivant. Si on peut passer d'une forme A à une forme B par découpe puis recollage, qu'on peut également passer d'une forme B à une forme C de la même manière, alors il sera possible d'équidécomposer A en C. Il suffit pour cela de superposer toutes les découpes nécessaires aux étapes intermédiaires. En termes plus techniques, on dit que cette propriété d'équidécomposition est transitive. Ainsi, pour montrer qu'on peut passer d'un polygone quelconque à n'importe quel autre, du moment bien sûr qu'ils partagent la même aire, il suffit de trouver un chemin d'équidécomposition successive menant de l'un à l'autre. Et donc il suffit de ramener chaque polygone à une forme commune. Et c'est exactement ainsi que fonctionne la démonstration de Wallace, Bolley et Gervin qu'on va voir maintenant. La première étape du théorème de Wallace-Bolyai-Gervin est de décomposer la forme en triangle, ce qui est évidemment toujours possible. On va ensuite faire des dissections de chaque triangle. Étant donné un triangle, il est possible d'en faire un parallélogramme ainsi. On trace une parallèle à sa base à mi-hauteur et on déplace ce qui se trouve au-dessus. Une seconde dissection comme ceci permet de passer de ce parallélogramme à un rectangle. Étant donné maintenant un rectangle, on peut commencer par faire une première dissection optionnelle s'il est trop plat pour obtenir un rectangle suffisamment compact, ce qui va nous permettre d'en faire facilement un carré. Comme on connaît l'aire du rectangle, on connaît la longueur du côté de notre carré destination. On va la reporter ici pour détacher un triangle qu'on déplace en haut. En répétant la même opération horizontalement, on obtient un carré. Ainsi, en résumé, on peut équidécomposer n'importe quel polygone en un ensemble de carrés. Maintenant, considérons deux carrés de cet ensemble. Notre objectif va être d'en faire un unique carré plus gros par dissection. Là encore, on connaît le côté de notre carré destination et encore mieux, on peut facilement le construire en utilisant le théorème de Pythagore. On reporte la longueur du côté de nos petits et grands carrés ainsi, et l'hypoténuse de chaque triangle sera le côté de notre carré final. Les pièces se déplacent naturellement pour former un plus gros carré. En résumé, n'importe quel polygone se décompose en triangles avec lesquels on peut faire des carrés, et il est ensuite possible de réunir par dissection tous ces carrés en un seul gros. Ainsi, deux polygones peuvent chacun être équidécomposés en carrés, et donc, s'ils ont la même aire, ces carrés sont les mêmes et nos deux polygones peuvent s'équidécomposer l'un en l'autre. Vous noterez que la solution produite par cette procédure peut faire intervenir un nombre très élevé de morceaux, elle ne dit rien à propos des solutions minimales, on se contente juste de démontrer qu'il y en a au moins une. Mais rien n'empêche ensuite de chercher à réduire le nombre de ces pièces et à s'émerveiller de la complexité qui en émerge parfois, comme c'est le cas ici pour passer d'un octogone à un triangle, ou d'un octogone à un heptagone. Vous trouverez de nombreuses autres dissections étonnantes de ce genre sur la page Wolfram consacrée, voire lien en description. Si on a l'instinct mathématique, il y a une question subsidiaire qui vient naturellement. On sait qu'on peut équidécomposer les polygones de même aire, qu'en est-il de l'équidécomposition des polyèdres ? Cette question a originellement été formulée par David Hilbert en 1900 et est connue sous le nom de troisième problème de Hilbert.
C'est le mathématicien Max Dehn qui y répondra dans l'année, et étonnamment non, pour les polyèdres, ce n'est pas toujours possible. Max Dehn a trouvé ce qu'on appelle un invariant, c'est-à-dire une quantité qu'on peut calculer et qui se conserve. L'invariant de Dehn fait intervenir les longueurs de chaque arête et les angles dièdres, c'est-à-dire ceux formés par les deux faces d'une arête. Cet invariant n'est pas affecté par la découpe, il se comporte de manière additive. Quelle que soit la façon de s'y prendre, la somme des invariants de Dehn de chaque morceau est égale à l'invariant de Dehn du polyèdre découpé. Ainsi, lorsque deux polyèdres n'ont pas le même invariant de Dehn, comme c'est le cas ici si on fait le calcul pour le cube et le tétraèdre régulier, il sera donc nécessairement impossible d'équidécomposer l'un en l'autre. Cet invariant est donc une condition nécessaire à l'existence d'une équidécomposition, et en 1965, le mathématicien Jean-Pierre Siedler démontrera qu'il s'agit également d'une condition suffisante. C'est-à-dire que lorsque deux polyèdres ont le même invariant de Dehn, et le même volume évidemment, alors il est toujours possible de trouver une découpe pour passer de l'un à l'autre. Si vous désirez davantage de détails sur le calcul de l'invariant de Dehn, je vous invite à visionner la vidéo de Numberphil sur le sujet. On se rapproche peu à peu de notre plat de résistance. Que peut-on dire de la dissection du carré en disque? Un problème avec lequel on confond régulièrement cette question est celui de la quadrature du cercle, où l'objectif est de construire à la règle non graduée et au compas un carré de même aire qu'un disque donné. On peut démontrer qu'une telle construction est impossible, et comme cette question est un peu en dehors de notre sujet, je vous renvoie là aussi vers une autre vidéo traitant de cette question sur la chaîne LJJ. Mais dans notre cas, il n'est pas question de construction, juste de l'existence de découpe. Ainsi, l'irrationalité de pi n'intervient pas. Rien n'empêche par exemple de dire qu'un carré de 4 unités de longueur de côté peut se décomposer en un carré de côté pi plus ce qu'il reste. Cette décomposition existe même si on ne peut pas la construire à la règle non graduée au compas, et est donc parfaitement autorisée dans le problème qui nous intéresse. Pour le moment, les dissections qu'on a vues font intervenir des coupes. Dans le cas en 2 dimensions, ceci se traduit par le fait que chaque pièce ait un contour de longueur finie et qu'on puisse le tracer. Pour la dissection du disque en carré, on peut démontrer assez facilement qu'une telle décomposition à base de pièces aussi simples n'existe pas. Supposons avoir notre décomposition. On remarque que, lorsque les pièces sont assemblées, toutes les longueurs convexes internes, s'il y en a, s'annulent avec des longueurs concaves internes. Ainsi, lorsque deux formes sont équidécomposables, la différence des longueurs convexes moins concaves sur le périmètre extérieur doit être la même, puisqu'ils sont par hypothèse composés des mêmes pièces, et qu'à l'intérieur, cette différence est nulle pour les deux. Rien n'empêche donc qu'une forme droite puisse reconstituer par dissection une forme courbe, comme c'est le cas ici. Mais les deux formes doivent respecter cet invariant. Dans le cas du disque et du carré, ce n'est évidemment pas le cas, étant donné toute la longueur convexe en excès formant le périmètre du disque. La dissection d'un carré en disque est donc impossible avec ces découpes simples de type ciseau. Du coup, de quoi parle-t-on dans la question formulée en 1925 par Tarski? On parle d'une découpe ensembliste, c'est-à-dire que nos pièces ont le droit d'être des ensembles de points parfaitement quelconques, du moment qu'on peut, en les déplaçant d'un bloc, reconstituer les deux formes sans qu'il ne manque aucun point et qu'aucun point de nos pièces ne se chevauche. Avec ces règles, il est par exemple tout à fait possible de dire qu'un carré peut se décomposer en les deux pièces suivantes. L'une contenant tous les points aux coordonnées rationnelles, c'est-à-dire les fractions d'entiers, et l'autre pièce contenant tous les autres points. On obtient ici deux pièces nuages de points parfaitement indessinables, mais tout à fait valables pour découper un carré au sens de Tarski. Cette découpe ensembliste intéresse les mathématiciens car elle est fortement liée à un autre concept important, la notion de mesure. Des mesures mathématiques, vous en connaissez au moins 3, la longueur, la surface et le volume. Lorsque vous parlez de la surface d'un carré, ce que vous êtes en train de faire, c'est associer un nombre positif, sa surface, à un ensemble de points, ceux formant le carré. Une question naturelle a été de savoir si une telle association est toujours possible de manière satisfaisante pour un ensemble de points quelconque. Par exemple, si on reprend notre pièce nuage de points de l'ensemble des points à coordonnées rationnelles du carré, peut-on encore parler de sa surface ? Par satisfaisante, ce qu'on veut dire, c'est que la mesure doit vérifier des propriétés qu'il est légitime d'attendre pour une notion intuitive de mesure. On aimerait par exemple que la mesure d'un ensemble de points soit la même que la mesure de ses versions translatées ou tournées.
Il est évident que la surface d'une forme ne doit pas changer si on la déplace. On veut également que si on découpe notre ensemble en plusieurs morceaux, la mesure de l'ensemble soit la somme de la mesure de ses parties. En 1905, le mathématicien Giuseppe Vitali répond au problème de la mesure. Il démontre qu'il y a nécessairement des ensembles qui ne pourront pas avoir de mesure respectant ces propriétés, et il donne un exemple de tels ensembles, les ensembles de Vitali. Considérons l'ensemble des nombres réels. On va le décomposer en plusieurs ensembles que je trouve assez parlant d'appeler des orbites. On dira que deux nombres réels sont sur la même orbite lorsque la distance qui les sépare est un nombre rationnel, c'est-à-dire une fraction d'entier. Une orbite évidente est l'ensemble des rationnels eux-mêmes, mais il y a bien sûr des nombres qui ne sont pas sur cette orbite, comme le nombre pi, dont l'orbite correspond en fait aux rationnels ayant tous été décalés de pi. L'idée est de voir l'intégralité de l'ensemble des nombres réels comme l'union de cette infinité d'orbites possibles, chacune étant donc une copie décalée des rationnels. Pour construire un ensemble de Vitali, on va choisir exactement un et un seul nombre réel représentant de chaque orbite, et on va le choisir dans l'intervalle 0,1. Ce qu'on peut faire car toutes les orbites y passent. Faire ce choix d'un représentant par orbite n'est pas mathématiquement anodin, c'est faire appel à ce qu'on nomme l'axiome du choix. Gardez en tête que pour les initiés, ceci représente des inconvénients techniques. L'ensemble de tous nos représentants forme par définition notre ensemble de Vitali. Il est par construction dans 0,1 et entre deux de ces éléments, la différence n'est jamais un nombre rationnel, car sinon ceci voudrait dire qu'ils sont sur la même orbite, ce qui contredirait la construction de n'avoir pris qu'un représentant par orbite. On va maintenant travailler avec un ensemble de Vitali particulier et on va en considérer une infinité de copies décalées. Une copie pour chaque nombre rationnel entre -1 et 1 correspondant à son décalage. On a ici représenté les copies décalées de -1,5, 1, -1 et 3/4, et il y en a ainsi pour tous les rationnels entre -1 et 1. Ici, il y a plusieurs choses à remarquer. La première, c'est qu'entre deux de ces copies décalées, il ne peut pas y avoir de point commun. S'il y en avait, ça voudrait dire qu'on avait dans notre ensemble initial deux éléments distants d'un rationnel, ce qui n'est pas le cas par construction. La deuxième propriété évidente, c'est que l'union de toutes ces copies décalées est incluse dans l'intervalle -1, 2, ce qui est trivial car notre ensemble est dans 0,1 et on l'a décalé d'au minimum -1 et d'au maximum 1. La dernière propriété qui nous intéresse, c'est que l'union de toutes ces copies décalées contient l'intégralité de l'intervalle 0,1. En effet, si vous considérez n'importe quel nombre réel dans cet intervalle, il est sur une orbite, qui par définition a un représentant dans notre ensemble de Vitali. Ce représentant est dans l'intervalle 0,1, distant d'un rationnel à notre nombre visé, et ce rationnel est au minimum -1 et au maximum 1. Ainsi, en considérant l'union de toutes nos copies décalées d'un rationnel entre -1 et 1, ce qu'on obtient contient l'intégralité de l'intervalle 0,1. On va maintenant voir en quoi cette construction fait apparaître un paradoxe pour la notion de mesure. On aimerait qu'une notion de mesure satisfaisante puisse donner une valeur à 0,1, comme c'est le cas de notre mesure usuelle de longueur, appelée plus techniquement mesure de Lebesgue, et qui vaut ici 1. Et oui, la longueur du segment 0,1 est 1. Donc la mesure de la partie gauche ici est non nulle. Les ensembles dont on fait l'union au milieu sont des copies décalées d'un même ensemble. On aimerait donc que la mesure de chacun soit la même. Et pour être cohérent avec l'inclusion de gauche, il faut que cette mesure soit non nulle pour que la somme sur toute notre union puisse être supérieure à la longueur du segment 0,1 qu'elle contient. Ainsi, la partie gauche de cette formule implique une mesure non nulle pour chacun de nos ensembles de Vitali décalés. Mais si on regarde maintenant la partie droite, on y voit l'intervalle -1, 2 de longueur 3, une longueur finie donc. Ici on doit conclure l'inverse, que la mesure de chacun de nos ensembles de Vitali doit être nulle pour que la somme sur leur union soit plus petite que la longueur du segment qui contient cette union. On ne peut donc pas définir de mesure satisfaisante pour les ensembles de Vitali sans entrer en contradiction soit avec les longueurs des intervalles classiques, soit avec la propriété d'invariance de la mesure par translation, soit avec la propriété d'additivité de la mesure. C'est l'une des vérités paradoxales des mathématiques. Certains ensembles ne sont pas mesurables. Il n'est pas possible de parler de leur longueur, quelle que soit la manière de définir cette notion.
Ici vous voyez le lien entre dissection et mesure. La preuve de Vitali fait intervenir la dissection d'un ensemble en un nombre fini d'autres ensembles. En termes de dissection et de paradoxe de la mesure, on peut faire encore plus fort, avec un nombre fini de pièces. Cette fois-ci, c'est le paradoxe de Banach-Tarski. Le paradoxe de Banach-Tarski est un théorème, c'est-à-dire qu'il est rigoureusement démontré. Il déclare que si vous avez une boule, c'est-à-dire l'ensemble des points contenus dans une sphère, alors il est possible de partitionner cette boule en 6 pièces, de type exotique comme les nuages de points qu'on a déjà donnés en exemple, de telle sorte que par translation et rotation de ces pièces, sans déformation ni dilatation, on puisse reconstituer avec exactement 2 boules de même taille que l'original, sans qu'il ne manque aucun point ni qu'aucun point ne se chevauche. Dit ainsi, ça semble très difficile à croire, et pour s'en convaincre, il n'y a rien de tel que d'en voir une démonstration. On ne va pas la faire ensemble, je vous renvoie pour cela aux très bonnes vidéos sur la chaîne de Bissos et de LJJ. Mais vous pouvez voir en quoi ceci est lié à notre problématique de la mesure. Quelle que soit la manière de définir la notion de volume, aucune ne sera satisfaisante. Le découpage de Banach-Tarski double la forme initiale, et devrait donc doubler le volume, quelle que soit la manière de le définir. Et comme les pièces peuvent à la fois reconstituer une seule et 2 boules, il est nécessairement impossible de définir la moindre notion satisfaisante de volume pour ces pièces, cohérente avec un comportement additif. Elles ne sont pas mesurables. On arrive enfin à notre plat de résistance, le théorème de Miklós-Laczkowicz, qui assure qu'il est possible d'équidécomposer un carré en un disque en utilisant un nombre fini de pièces, toujours au sens ensembliste, c'est-à-dire potentiellement des nuages de points. Dans sa démonstration, une estimation du nombre de pièces nécessaires est de l'ordre de 10 puissance 50. Et si vous vous souvenez de l'illustration de Quantum Magazine, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'on semble en voir plutôt 6 et non 10 puissance 50. Malheureusement, ceci vient du fait qu'il ne s'agit pas ici d'une réelle équidécomposition du carré en disque. C'est une illustration, mais une illustration qui marche parfaitement bien. Si vous zoomez, vous pouvez voir qu'elle fonctionne à merveille au pixel près. Et c'est d'ailleurs là que se trouve l'astuce. Cette animation est une découpe au niveau pixel, il ne s'agit pas réellement d'un disque au sens mathématique du terme, mais d'un gros polyomino, c'est-à-dire un ensemble de carrés. On reparlera de cette animation un peu après, mais concentrons-nous pour le moment sur le vrai résultat mathématique de l'équidécomposition d'un carré en disque qui est lui parfaitement démontré. À quoi peut bien ressembler la démonstration d'un tel théorème? Quels outils mathématiques peut-on invoquer? Et d'où peut venir ce 10 puissance 50? Plutôt que travailler sur le plan, on va travailler sur un tore. Vous pensez certainement au beignet, mais mathématiquement le tore est plutôt proche de l'univers de Pac-Man. Il faut le voir comme une surface carrée sur laquelle on pourrait se téléporter d'un bord à son bord opposé. Il est assez évident que si on peut découper un carré pour le réassembler en disque en déplaçant les pièces sur un tel tore, il sera encore possible de le faire dans le plan et réciproquement. On va noter 2 zones sur ce tore, l'une sera notre zone carrée sur laquelle se trouveront nos pièces au départ, et l'autre notre zone circulaire sur laquelle se trouveront nos pièces après translation. Dans la suite, je parlerai de ces 2 zones comme A et B. Sur ce tore, on va aussi considérer une grille de points qu'on forme de la manière suivante. On prend une origine quelconque et 2 vecteurs pour former une sorte de repère. On va les choisir précieusement pour que leur rapport avec un tour du tore soit irrationnel. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir infiniment continuer cette grille sans que les points ne viennent en collision avec des points déjà existants. Ça va ressembler à ceci. La grille en quelque sorte s'enroule infiniment sur le tore et dans son intégralité, elle forme ce qu'on appelle un ensemble de points denses dans le tore. C'est-à-dire que si vous considérez une petite surface quelque part, n'importe laquelle, elle contiendra une infinité des points de cette grille. Ça, c'était le point de vue du tore. La grille infinie s'enroule dessus et définit un ensemble dense de points sur lui. Maintenant, on peut déplier la grille et voir son point de vue à elle. Si on représente celle-ci déroulée, de son point de vue, c'est comme s'il y avait des copies du même morceau carré infiniment dans toutes les directions. Notamment, il y a une infinité de copies de la zone A et de la zone B. Du point de vue de la grille, il y a, à l'infini et dans toutes les directions, des points de la zone carrée de départ et des points de la zone disque d'arrivée. Une grille seule ne reconstitue pas tous les points du tore.
comme on l'a fait avec les ensembles de Vitali, on va voir une grille comme une orbite et voir le tore comme l'union de toutes les orbites possibles, des copies décalées de la même grille. Pour le moment, on ne va pas chercher d'équidécomposition, on va juste chercher une bijection, c'est-à-dire une opération qui transforme chaque point de A en un point de B. Juste une association en quelque sorte, qui dit pour chaque point de A sur quel point de B il doit aller. Mais on veut que cette bijection soit particulière. On veut qu'elle soit stable sur chaque grille, c'est-à-dire qu'elle n'associe entre eux que des points de la même grille. On veut qu'elle ne les associe pas trop loin du point de vue de leur grille, c'est-à-dire qu'elle les déplace d'une certaine quantité maximum. Pour aller sur son point de B, chaque point de A va être translaté d'une distance inférieure à une certaine valeur du point de vue de leur grille commune. Et maintenant, on va voir en quoi tout ceci se ramène à une décomposition. Si sur chaque grille, les associations de A vers B sont bornées, alors comme les grilles sont discrètes, il y a un nombre fini de translations possibles. Et c'est ici qu'intervient la magie. Il suffit de grouper ensemble tous les points de A sur toutes les orbites qui sont amenés sur leur point de B par la même translation pour former une pièce qu'on peut bouger d'un seul bloc. Le même mouvement va bien déplacer chaque point de A vers leur homologue sur B. Et comme notre nombre de translations est borné, et qu'on a une telle pièce par translation, on a notre équidécomposition de carré en disque avec un nombre fini de pièces. Donc en résumé, on voit le tore comme l'union d'une infinité de grilles orbites, toutes des copies décalées de la même. Et si l'on montre qu'il existe une bijection, c'est-à-dire une association des points de la zone A vers ceux de la zone B, avec les propriétés qu'on a décrites, c'est-à-dire stable sur chaque grille et avec l'image de chaque point à une distance inférieure à un maximum, le caractère discret de chaque grille implique un nombre fini de translations possibles utilisées par cette bijection, et donc en regroupant ensemble tous les points subissant la même translation, on obtient un nombre fini de pièces. La partie difficile du théorème, c'est d'exhiber une telle bijection possédant cet aspect borné, c'est-à-dire qui ne fait pas correspondre chaque point à un point image trop éloigné du point de vue de leur grille commune. La démonstration initiale de Lajkovich est un peu technique. Pour cette partie, je vais plutôt détailler les grandes lignes de la démonstration d'Andrew Marks et de Spencer Unger, car elle est beaucoup plus visuelle. On ne va considérer qu'une seule grille, et on va associer la valeur 1 au point de A et la valeur -1 au point de B. 0 pour les autres points, même si je ne le représente pas ici. On va également ajouter des arcs orientés entre chaque point de cette manière. On a ce qu'on nomme un réseau de flots. C'est un graphe, et ce qu'on aimerait, c'est avoir des valeurs associées à chaque arc pour respecter partout la loi des nœuds, c'est-à-dire que sommer les valeurs des arcs entrants moins les valeurs des arcs sortants de chaque nœud donne la valeur du nœud. Ainsi, les points de A sont comme des sources et les points de B comme des puits. Dans la suite, je ne représenterai pas la valeur sur chaque arc, mais gardez bien en tête qu'à chaque flèche ici est associé un nombre. On dira qu'un réseau de flots est valide lorsqu'il respecte bien la loi des nœuds partout. Pour construire un réseau de flots valide qui nous sera utile dans la suite de la preuve, Marks et Unger utilisent les étapes suivantes. On part d'une grille invalide où les valeurs sur chaque arc sont nulles. Ensuite, une procédure va corriger localement via toute une série d'opérations successives l'erreur résiduelle, jusqu'à converger vers un réseau de flots valide, c'est-à-dire vérifiant la loi des nœuds partout. Ce réseau est à valeur réelle sur chaque arc et ses valeurs sont bornées, tout inférieures à un maximum. Ceci vient entre autres du caractère local de la procédure de construction. La seconde étape va être d'en faire un réseau de flots à valeur entière. Pour y aboutir, on remarque qu'on peut modifier sur les cycles les valeurs de chaque flot en ajoutant la même quantité, ce qui préserve la validité du réseau. En effet, on ajoute ici la même quantité entrante et sortante sur chaque nœud. Ceci permet de faire apparaître un entier sur l'arc de notre choix. La subtilité mathématique réside ici dans trouver une méthode qui utilise cette technique pour rendre entières les valeurs sur chaque arc d'un graphe infini. On obtient au final un réseau de flots valide, à valeur entière et à valeur bornée. Marks et Unger exhibent donc une méthode permettant de construire pour chaque grille orbite un réseau de flots valide, à valeur entière et à valeur bornée. Maintenant, notre job va consister à voir le rapport entre la bijection bornée en distance qu'on cherche à construire et ce flot borné en valeur. Revenons un instant à notre grille dense dans le tore. Elle se comporte comme un échantillonnage aléatoire du tore. Plus on considère de points de la grille, plus la proportion des points de A que la grille touche se rapproche de leur proportion en surface sur le tore. C'est un autre aspect fondamental de la mesure, elle permet de réfléchir statistiquement.
Ici, c'est parce qu'on peut parler de la surface de la forme A qu'on peut parler de la proportion des points de la grille qui touche A. Revenons du point de vue d'une grille et découpons-la en larges cellules carrées de côté n. Comme on vient de le dire, plus ces cellules seront grosses, plus la proportion des points de A par cellule se rapprochera de la proportion statistiquement attendue, c'est-à-dire que le nombre de points de A et de points de B par cellule sera proportionnel au carré de la taille n de ces cellules. Maintenant, on va utiliser notre réseau de flots de la manière suivante. Entre deux cellules voisines, on va sommer le flot total net passant de l'une à l'autre. Ça nous donne un nombre entier. Supposons par exemple que notre flot total sur cette frontière soit de 2 dans le sens sortant du point de vue de notre tuile centrale. Dans ce cas, notre recette va être d'associer 2 points de A de notre cellule vers 2 points B de sa voisine. Si sur une autre frontière, le flot est de 3 vers l'intérieur, notre procédure sera d'associer 3 points de A de la cellule voisine à 3 points B de notre cellule. En compensant ainsi les flots entrants et sortants avec toutes les cellules voisines, il restera nécessairement autant de points de A que de points de B qu'on n'a pas encore associés à l'intérieur de notre cellule. Pour achever notre construction, on va associer ces points A, B internes restants ensemble. Qu'est-ce qui pourrait empêcher de réaliser cette procédure ? Eh bien, si on n'a pas assez de points dans notre cellule, on ne pourra pas faire la partie qui compense les flots entrants et sortants avec les cellules voisines. Mais on remarque une chose. Le flot maximum sortant d'une cellule est proportionnel à son périmètre, et donc à sa taille n, car il est la somme de tous les flots ici, chacun borné par une constante. Or, on a vu que le nombre de points A et B internes à la cellule est lui proportionnel au carré de sa taille n. Ainsi, il y a nécessairement une taille à partir de laquelle cette procédure peut être réalisée, et lorsque c'est le cas, on aura réussi à construire notre bijection de chaque point de A vers chaque point de B, borné par une distance max, étant donné que chaque point A sera au pire associé à un point B de la cellule d'à côté. Pour obtenir une équidécomposition, on conclut ensuite avec l'argument qu'on a précédemment évoqué. On regroupe dans la même pièce tous les points subissant la même translation. Le caractère borné de notre bijection implique un nombre fini de translations possibles, et donc un nombre fini de pièces. Comme vous pouvez le constater, ces problématiques de dissection sont un domaine très riche des mathématiques qui utilisent des outils très variés et lient ensemble de nombreux concepts. Depuis la démonstration de Lajkovich, le domaine n'a cessé de progresser pour trouver des constructions plus satisfaisantes aux yeux des mathématiciens. Par exemple, la démonstration initiale était non constructive, c'est-à-dire qu'elle montrait l'existence d'une découpe mais sans être capable d'en exhiber une. En 2015 et 2016, la démonstration sera améliorée et rendue constructive. C'est-à-dire que dans l'absolu, on peut l'utiliser pour converger vers un ensemble de pièces qui convient, même si, en pratique, rien que vu le nombre, ça ne sera pas réalisable. Les propriétés des pièces ont aussi été améliorées, c'est maintenant démontré possible avec des pièces mesurables par exemple. La forme des pièces se simplifie également, on a pu réduire ce qu'on nomme la dimension fractale de leur contour. Pour creuser ce sujet, je vous invite à consulter l'excellente vidéo de Scribble and Brown. L'idée étant qu'une pièce intuitive, même formée de plusieurs morceaux disjoints, a un contour de dimension 1. Mais d'autres pièces plus exotiques, comme le faucon de coq, ont un contour qui se comporte d'une certaine manière un peu comme une surface. Pour avoir des pièces les plus dessinables possibles, on aimerait que la dimension fractale de leur contour soit proche de 1, mais surtout inférieure à 2. C'est-à-dire ne pas être tellement accidenté que leur contour lui-même remplit autant l'espace qu'une surface. Et c'est précisément sur cette avancée que l'article de Quanta Magazine qu'on a évoqué au départ réagit. Il parle de la découverte récente d'une possibilité d'équidécomposer un carré en disque avec des pièces mesurables dont la dimension fractale du contour est inférieure à 2, et donc, dans un certain sens, se rapproche de fractales dessinables. Malheureusement, leur nombre est toujours aussi astronomique, et pire, il est bien supérieur aux 10 puissance 50 pièces nécessaires de la première démonstration de Lajkovich. En ce qui concerne l'animation, la question est un peu périphérique mais a suscité ma curiosité. Elle est obtenue ainsi. On considère tout l'ensemble des pixels de la forme A de départ, tout l'ensemble des pixels de la forme B d'arrivée, et on tire au sort disons une dizaine de translations autorisées. On va voir les pixels de A et de B comme les nœuds d'un graphe, et pour chaque translation amenant un pixel de A sur un pixel de B, on ajoute une liaison entre les nœuds correspondants de notre graphe.
Ce qu'on cherche, c'est un matching parfait, c'est-à-dire choisir les arcs qu'on va garder pour que tous les nœuds en rouge ici soient reliés aux nœuds en bleu par exactement un de ces arcs, c'est-à-dire par exactement une des translations autorisées. Si on obtient notre matching, alors on a une décomposition, toujours en utilisant le même principe, regrouper dans la même pièce tous les points subissant la même translation. Et comme on a autorisé des translations dans un ensemble fini, on obtient un nombre fini de pièces. Il existe de bons algorithmes pour rechercher des matchings parfaits dans de tels graphes, et si on ne trouve aucun matching, on recommence la même procédure avec un autre ensemble de translations tirées au hasard, potentiellement plus gros, jusqu'à en trouver un aboutissant à une solution. On obtient ainsi ces illustrations étonnantes. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à voir également celui sur les groupes de Galois qui contient lui aussi une démonstration plutôt détaillée d'un des théorèmes fondamentaux des mathématiques. Comme vous avez pu le voir, les questions d'équidécomposition sont très riches et lient des domaines variés des mathématiques, comme la mesure, les réseaux de Flow et les dimensions fractales. Je vous invite donc à consulter la description et les fiches pour approfondir ces sujets. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip ou Tipeee, ou selon ma formule consacrée, en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.